Bonjour à tous. Rien de tel qu'un petit webinaire du CNCH pour bien finir les vacances. Vous savez que le CNCH organise ses quotidiennes pendant 4 jours. Ça a commencé hier avec déjà des résumés d'études passionnantes sur l'insuffisance cardiaque, les guidelines, et puis sur la première étude qui a démontré l'intérêt d'un traitement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Vous allez voir que le programme d'aujourd'hui est tout aussi dense et passionnant. J'ai avec moi la chance d'avoir Jean-Philippe Collet de la Pitié-Salpêtrière et Walid Amara de Montfermeil, qui sont nos experts, qui vont nous présenter 4 études au total, de chacun, il n'y aura pas de jaloux. On va commencer avec Jean-Philippe, qui va nous parler un petit peu, essayer de nous éclairer sur les durées de la bithérapie après angioplastie coronaire. Vous savez que c'est actuellement en pleine mouvance et une étude MasterDapt vient compléter un petit peu déjà l'ensemble des datas qu'il y avait sur ce sujet. Et puis une autre étude qui va s'intéresser au régime anti-agrégant plaquettaire, anticoagulant spécifiquement dans le post-TAVI en fibrillation atriale. Donc Jean-Philippe, je te passe la parole pour nous présenter ces deux belles études. Très bien, merci, merci à vous deux de votre invitation. Donc, je vais vous parler de l'étude du groupe de Marco Valgimigli qui s'appelle Master DAP, qui en fait a comparé une durée très courte de bithérapie, 1 mois, par rapport à une durée un peu plus longue chez les patients à haut risque hémorragique. Donc, le rationnel, c'est on n'a pas beaucoup d'études randomisées en fait dans ce domaine. La plupart de ces données étaient des données de registre et les données randomisées concernaient les patients qui avaient un risque hémorragique moins important avec des durées de bithérapie qui étaient plus longues. Donc là, c'est la première sur 1 mois. Donc une étude internationale qui a été faite beaucoup en Europe et en Océanie, peu aux États-Unis. Donc, voici le dessin de l'étude qui est très simple. Donc, c'est des gens à haut risque hémorragique qui ont une angioplastie coronaire et on compare une bithérapie courte, hein, c'est-à-dire 1 mois, versus une bithérapie plus longue qui était de 2 à 5 mois en fonction de l'existence ou non d'un traitement anticoagulant associé. Donc, il n'y avait absolument aucun critère d'exclusion sur eh bien, la difficulté de la réalisation de l'angioplastie. Et la définition du haut risque hémorragique, c'est un peu les critères ARC-HBR. Donc, c'est-à-dire que c'est des patients qui sont sous anticoagulants, c'est des patients qui ont fait un saignement récent, c'est des patients qui ont plus de 75 ans, ce sont des patients qui ont une anémie ou qui sont traités par des anti-inflammatoires ou qui ont un cancer à risque d'hémorragie ou qui ont un antécédent récent d'accident vasculaire cérébral ou un score Precise DAPT à plus de 25. Donc, c'est un peu des patients, disons, de la vraie vie. Le seul critère d'exclusion dans cette étude, ce sont les patients qui devaient avoir une chirurgie récente, et c'est souvent un problème, hein. C'est-à-dire que c'est le bilan coronarien avant une chirurgie programmée, notamment une chirurgie vasculaire. Comment on fait, est-ce qu'on peut utiliser un stent actif, combien de temps on fait la bithérapie, etc., etc. Donc, les critères d'exclusion, c'était la non-utilisation du stent Ultimaster de Terumo, qui était disons la société qui a soutenu sur le plan financier l'essai, et puis les patients qui avaient des antécédents récents de thrombose de stent ou qui avaient une angioplastie pour resténose, et évidemment les stents biorésorbables, mais ils ne sont plus sur notre étagère. Donc, ils ont utilisé comme stent eh bien, le stent Ultimaster que vous connaissez bien, et vous verrez que 99% des angioplasties ont été faits avec le stent Ultimaster, qui est un très bon stent actif de dernière génération. Donc, le critère de jugement principal, c'est un bénéfice clinique net, hein, c'est-à-dire que ça associe bien la mortalité, l'infarctus du myocarde non fatal, l'AVC, et puis les complications hémorragiques majeures, 3 ou 5. Ensuite, les événements vasculaires, c'est-à-dire décès, infarctus, AVC, et puis enfin, les hémorragies
qui sont ici des hémorragies majeures et mineures. Et vous verrez qu'il y a une analyse hiérarchique de ces critères. Alors voici un petit peu eh bien, le nombre de patients qui ont été inclus, qui ont signé le consentement, et le nombre de patients qui ont été randomisés. Et vous voyez que c'est une étude qui a été très bien effectuée, très bien réalisée, avec pratiquement 99% des patients qui ont pu être suivis en intention de traiter ou en pair protocole. Donc une étude vraiment bien faite. Alors lorsqu'on regarde les critères de ces patients et leurs caractéristiques, c'est de l'angioplastie tout venant. Alors, on voit bien que c'est des patients en risque hémorragique. Ils ont 76 ans en moyenne. Il y a 32% de patients diabétiques. Il y a à peu près un tiers de fibrillation atriale. Il y a 37% de patients sous anticoagulants. Et vous voyez qu'il y a globalement pratiquement la moitié de malades qui ont un syndrome coronarien aigu. Donc, c'est vraiment des patients de la vraie vie. Dans cette étude, vous voyez que le score CHA2DS2-VASc était de 4,5 et puis le score HBR était de 2,1. Donc, c'est vraiment des patients à risque hémorragique. Alors, l'angioplastie, la plupart du temps, a été réalisée par voie radiale. Et vous voyez qu'il y avait également des angioplasties à haut risque. On voit le type de lésion B, D ou C dans 68% des cas. Une longueur de stent qui est quand même importante, 40 mm en moyenne. Et vous voyez qu'il y avait également des bifurcations, des trifurcations. Donc, c'était vraiment de l'angioplastie tout venante. Et vous voyez que le stent qui a été utilisé dans 99,8% des cas, c'était le stent Ultimaster. L'adhérence au protocole est très bonne. Et vous voyez que dans le groupe de patients qui ont été tirés au sort pour avoir une bithérapie courte, dans pratiquement 53% des cas, vous voyez que c'est du clopidogrel. Dans 13% des cas, c'est du ticagrelor. Et dans 1,2% des cas, c'est du prasugrel chez les patients chez qui on n'a pas arrêté l'inhibiteur du P2Y12, le restant des patients étant des patients qui sont restés sous aspirine, c'est-à-dire à peu près un tiers des malades. Donc, vous voyez qu'on a vraiment tous les antiplaquettaires qu'on peut avoir dans la vraie vie. Alors, sur le critère primaire de jugement, vous voyez qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que la non-infériorité est bien démontrée sur l'analyse per protocole. Et c'est une approche différente de Twilight, mais ça montre que globalement, lorsqu'on regarde le bénéfice clinique net, il n'y a pas de différence entre bithérapie très courte de 1 mois et bithérapie plus longue. Et donc, la non-infériorité ici est très bien démontrée. Et lorsqu'on regarde les événements ischémiques seuls, on voit encore une fois que la non-infériorité est également démontrée. C'était l'objectif de l'étude. Donc, il y avait une analyse hiérarchique, c'est-à-dire la non-infériorité sur le bénéfice clinique net, la non-infériorité sur ces événements ischémiques, et puis la supériorité sur les complications hémorragiques majeures et non majeures. Et vous voyez qu'il y a une différence en faveur de la bithérapie courte, 6,5% d'événements versus 9,5%. Et c'était vraiment l'objectif de l'étude. Donc, ça montre que lorsqu'on fait une bithérapie courte chez les malades à haut risque hémorragique, on ne prend pas de risque ischémique et on a un gain en termes de complications hémorragiques. Ici, la durée en moyenne de la bithérapie courte était de 1 mois. Alors, lorsqu'on regarde les critères de jugement secondaire, vous voyez que globalement, tout va dans le même sens, c'est-à-dire que on ne trouve pas de différence qui va en défaveur de la bithérapie courte. Et vous voyez que ce qui est en faveur de la bithérapie courte, ce sont les événements hémorragiques mineurs, vous voyez qu'ils sont à 4,5% dans le groupe bithérapie courte versus 7% dans la bithérapie longue. Et vous voyez que les événements hémorragiques majeurs, c'est-à-dire BARC3 ou BARC5, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, c'est-à-dire que la différence en termes de safety entre guillemets, des complications hémorragiques, c'est surtout les complications BARC2, mais ce sont les saignements les plus fréquents dans la vraie vie et ce sont ceux qui sont souvent à l'origine de l'arrêt des traitements. Donc, globalement, il y a des limites, comme dans toutes les études randomisées. C'est une étude en ouvert. Évidemment, la bithérapie et la durée de la bithérapie étaient hétérogènes, c'est-à-dire qu'on demandait à ce que ça soit 1 mois.
en moyenne. Mais évidemment, il y a des investigateurs qui n'ont pas joué le jeu et qui ont refusé de faire la bithérapie courte. Mais en fait, ça n'a pas d'impact sur les résultats de l'étude. Alors, en ce qui concerne la bithérapie longue, en particulier chez les patients qui ont eu un anticoagulant associé, elle était beaucoup plus longue que ce qui est recommandé dans les recommandations, mais cette étude a commencé en 2017. À l'époque, on n'avait pas ces recommandations. Donc, c'est important. Et enfin, l'étude n'était pas dessinée pour pouvoir démontrer eh bien, le rôle d'un seul antiagrégant, c'est-à-dire est-ce que l'aspirine c'est mieux que le clopidogrel ou est-ce que c'est mieux le ticagrelor dans le groupe bithérapie courte. Ce n'était pas dessiné pour, mais on aura peut-être quand même des données intéressantes en post-hoc. Et enfin, les marges de non-infériorité étaient relativement larges, mais en général aux alentours de 30%, et c'est souvent ce qui est accepté par les cliniciens pour la non-infériorité. Mais globalement, c'est une très belle étude et je pense que ça va faire changer les recommandations parce qu'on n'avait pas de données sur cette bithérapie très courte et les données sont très et bien rassurantes sur le risque qu'on fait prendre à nos patients en termes d'événements ischémiques. Donc, c'est une belle étude qui est dans le New England. Demain sera présenté eh bien, les patients qui avaient un anticoagulant en association avec les antiagrégants plaquettaires et qui sera online dans Circulation. Voilà pour Master DAPT. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir compléter la discussion. Moi, je voudrais juste quand même faire une remarque, c'est qu'il y a un énorme gap entre les études cliniques qui montrent de plus en plus qu'il faut réduire la durée de la bithérapie, que ce soit après un syndrome coronarien aigu ou un syndrome coronarien chronique après une angioplastie, et la vraie vie où on a bien vu dans France PCI, il y a une belle étude, une belle thèse qui va sortir qui montre que 50% des gens continuent une bithérapie à plus de 12 mois après un syndrome coronarien aigu et 85% des gens continuent à plus de 6 mois après un syndrome coronaire chronique. Donc, il y a une vraie grande différence entre ce qui est fait dans la vraie vie et ce qui est dans les études déjà et ce que nous montrent les études récentes aussi qui vont sur une thérapie de plus en plus courte. Je vais te laisser présenter la deuxième étude sur le TAVI, hein, qui, je rappelle que tu as été à l'origine de l'étude Atlantis, qui était une très belle étude qui a été présentée récemment dans cette même problématique. Et cette étude Envisage ta vie vient compléter un petit peu des informations sur ce sujet. Alors oui, c'est un sujet qu'on appelle également hot topic. Donc c'est une étude qui a été faite par le groupe de Roxana Meran et de Georges Dangas aux États-Unis. Et l'objectif, c'était de se dire qu'on a 40% des patients qui vont avoir un TAVI qui sont sous anticoagulants. Le plus souvent, ils sont sous NOAC, sous NACO. Et donc là, c'était de comparer eh bien, les doxabans aux antivitamines K dans cette situation très particulière du TAVI chez les patients qui ont besoin d'un anticoagulant. Donc là, ils ont regardé dans cette étude de non-infériorité eh bien, un bénéfice clinique net comme critère primaire de jugement, et puis ils ont regardé comme critère coprimaire les complications hémorragiques. Donc c'est une étude qui a été très bien faite sur 1600 malades, et la comparaison étant ouverte, edoxaban versus antivitamine K, avec une stratification sur eh bien, la nécessité d'associer un traitement antiplaquettaire. Et on verra que c'est important parce qu'un certain nombre de ces patients, et souvent dans le bilan du TAVI, ils ont des stents. Et souvent, dans 40% des cas, ils ont une maladie coronaire. Et donc, l'association au traitement anticoagulant d'un antiagrégant est relativement fréquente. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une étude de non-infériorité sur ce critère de bénéfice clinique net. Si c'était démontré, eh bien, ils sont allés regarder les saignements. Et si le saignement était non inférieur, ils sont allés regarder eh bien, si la différence entre les complications hémorragiques était supérieure d'un groupe par rapport à l'autre. Donc, 1400 malades randomisés et analysés en intention de traiter, donc 713 versus 713. Une étude essentiellement européenne avec les doxabans et globalement un âge moyen de 82 ans. On voit qu'il y a 40% de diabétiques, il y a un score CHA2DS2-VASc aux alentours de 4,5, 37% avaient des antécédents d'hémorragie digestive, et vous voyez qu'à peu près 50% des patients ont eu la faible dose d'apixaban.
Alors, les patients ont été randomisés très vite après le TAVI, 70 heures en moyenne, et ils ont été suivis en moyenne pendant à peu près eh bien, 1 an et demi. Alors, l'étude est non inférieure sur le critère primaire de jugement qui associait donc tous les événements ischémiques que l'on connaît dans le TAVI, hein, c'est-à-dire bon, la mortalité, les AVC, les thromboses de valves, les accidents emboliques systémiques, et puis ici les complications hémorragiques définies comme étant majeures selon le critère ISTH. Et vous voyez que l'étude est non inférieure, c'est-à-dire que ça fait pas moins bien que les AVK, les doxabans, mais ils avaient choisi une borne de non-infériorité très large, avec un intervalle de confiance à 1,38, ce qui est quand même peu justifiable. Mais vous voyez qu'il y a davantage de complications hémorragiques majeures. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu. Plus d'hémorragie majeure dans le groupe edoxaban que dans le groupe AVK. Il y a moins d'AVC, il y a moins de décès. Et donc, la question est de savoir eh bien, quelle va être l'applicabilité de cette étude dans la vraie vie. Alors, vous voyez que les événements, lorsqu'on les regarde eh bien, les uns par rapport aux autres, donc le critère primaire de jugement, donc non inférieur, mais vous voyez qu'il y a quand même plus d'événements dans les doxabans, et ça s'explique essentiellement par l'augmentation des complications hémorragiques majeures dans les doxabans par rapport aux AVK. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais simplement deux choses importantes. Premièrement, l'effet de l'ajustement de la dose. Et vous voyez que les malades qui ont eu un ajustement de la dose avaient moins de complications hémorragiques majeures et surtout des complications hémorragiques d'origine digestive. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et la deuxième chose importante, lorsque vous regardez la mortalité totale, eh bien, les patients qui ont eu l'ajustement de la dose eh bien, avaient moins de complications fatales et de décès. Donc, on voit que dans cette étude, on a l'impression que les patients ont été surdosés en edoxaban. Et également, on voit qu'un certain nombre de patients eh bien, ont eu également une association avec les traitements antiplaquettaires. Et vous voyez que cette association est fréquente, pratiquement un malade sur deux, voire plus. Et on voit que les patients qui ont eu un antiplaquettaire associé ont encore une fois plus saigné et avaient évidemment plus de complications hémorragiques intracérébrales. Et c'est ce qui a fait probablement eh bien, du tort à l'étude. On n'a pas retrouvé ça dans Atlantis. Hein, on avait moins de 30% de malades qui avaient des associations de traitement antiplaquettaire. Et je pense qu'ils n'ont pas été assez vigilants là-dessus. Et ça explique les résultats de l'étude. Donc, globalement, on se retrouve avec un essai qui est non inférieur. Donc, sur le plan scientifique, eh bien, c'est un essai qui est à considérer comme positif, mais eh bien, l'impact pratique est discutable puisque les malades saignent plus. Donc, la question, c'est chez qui on le fait? A priori, chez des malades qui n'ont pas d'antécédents digestifs, qui n'ont pas besoin d'association d'antiagrégants plaquettaires et qui peuvent avoir la plus faible dose. Donc, vous voyez qu'une applicabilité qui n'est pas si facile que cela. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ok, merci beaucoup Jean-Philippe pour ce résumé très clair. On est content de ne pas avoir les doxabans disponibles pour cette indication en France parce que ça serait bien embêté. Tu peux nous dire juste, est-ce qu'il y a un effet de classe, enfin pas de classe, mais est-ce qu'il y a des différences dans les NACO sur le TAVI? Parce que vous aviez démontré dans Atlantis qu'avec la Pixaban, il y avait plutôt un bénéfice par rapport aux AVK. Globalement, ce qu'on voit, c'est que rivaroxaban et edoxaban, ils ont une tendance à faire plus saigner sur le tube digestif, notamment lorsqu'ils sont surdosés et qui sont associés aux antiplaquettaires. Ça, on l'avait vu dans la fibrillation atriale, on le voit dans le TAVI, et je pense qu'on le voit encore plus dans le TAVI parce que c'est des patients plus fragiles. Avec l'apixaban, c'est quelque chose qui se voyait moins dans la fibrillation atriale, et on l'a pas vu dans l'étude Atlantis parce que, eh bien, on a essayé de limiter au maximum eh bien, les associations aux antiplaquettaires. Donc, on peut dire que globalement, les NOAC sont quand même pas tous les mêmes, en tout cas dans cette indication, mais ils dépendent des conditions d'utilisation. Et je pense que, comme on l'a dit, la dose, l'association aux antiplaquettaires, c'est très important. Donc, est-ce que ça va faire changer les pratiques, ces études? Globalement, je pense que les praticiens, comme on le disait au début,
ils ne vont pas changer peut-être leur pratique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as un patient qui est sous NACO depuis belle lurette pour une fibrillation atriale et qu'un RAC, hein, et je pense qu'on verrait dans les guidelines sur les valves, c'est une indication de grade 1A dans le RAC d'utiliser les NACO plus que les AVK lorsqu'il n'y a pas de contre-indication. Tu ne vas pas lui changer son traitement parce que tu lui fais un TAVI. Enfin, je pense que ça va poser des problèmes, quoi. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Jean-Philippe pour ces deux belles présentations. Je vois que Walid frémit d'impatience de nous présenter là aussi des études sur la FA, vue du rythmologue. Hein. Le rythmologue est devenu maintenant aussi interventionnel que le coronarographiste, avec deux topics, un sur la place de l'ablation du nœud avec une resynchronisation dans la FA permanente, et puis une autre avec l'intérêt de l'imagerie, notamment d'IRM, pour essayer de dépister les zones de fibrose et son intérêt dans l'ablation de la FA. Walid, c'est à toi. Merci Grégoire pour l'introduction. Effectivement, deux études, présentation riche aujourd'hui, de deux études vraiment passionnantes sur l'intérêt des techniques interventionnelles rythmologiques. Oups là, je pense que ça part de bien. Je vais recommencer. Donc, l'intérêt des techniques rythmologiques pour les patients en FA. La première, j'ai fait le choix de vous présenter en premier l'ablation. Alors, finalement ici, vous me dites si ça ne paraît pas bien, j'ai l'impression, je vais recommencer. Tu n'as qu'à laisser en… Voilà, je vais la remettre. Voilà, donc, excusez-moi. Donc, la première, c'est une étude qui s'intéresse à finalement guider l'ablation par la fibrose. La question qui se pose, c'est est-ce que on fait l'isolation des veines pulmonaires dans la FA persistante, et on sait que intellectuellement, c'est la recommandation, mais intellectuellement, c'était quelque chose, on se disait peut-être qu'on peut faire mieux. Peut-être qu'on peut faire mieux en faisant plus, en allant par exemple cibler la fibrose. Et l'étude et l'équipe de Nasser Marouche qui a présenté DECAF2, qui avait publié DECAF1, avait montré déjà que finalement, moins il y avait de fibrose, mieux ça marchait, l'ablation, meilleurs étaient les résultats. Donc maintenant, la question, est-ce que si on cible la fibrose, ça va être plus efficace? Donc, c'est une étude multicentrique, 44 sites dans 3 continents. Ils ont eu le soutien de plusieurs industriels, tous les systèmes de cartographie et les systèmes tous les industriels impliqués dans l'ablation ont participé au financement, mais c'est une étude investigateur initiated. Ils recueillent le consentement de 1000 patients, ils randomisent 843 patients, ils leur font tous une IRM pour évaluer la fibrose. Vous voyez l'image en bas à gauche, vous voyez en blanc et en vert, c'est la fibrose, et en bleu, c'est la zone normale. Et ils les randomisent, un groupe, ils leur font le traitement conventionnel, c'est-à-dire on fait l'isolation des veines pulmonaires, et l'autre groupe, on va aller viser la fibrose, on va demander aux opérateurs d'essayer d'isoler la zone de fibrose, finalement de carboniser tout autour de la fibrose pour un peu l'isoler. Et puis, ils les suivent au bout de 12 à 18 mois. Ils font même une IRM de contrôle à 3 mois pour voir un petit peu la cicatrice et voir est-ce qu'il y a un effet. Et leur critère de jugement à 12-18 mois, c'est les récurrences d'arythmie atriale, que ce soit de la FA, du flotteur, de la tachycardie atriale. Ils utilisent des holters, ils utilisent également tous les outils connectés, les montres connectées, les systèmes comme Cardia, comme ils ont montré sur la photo ici, donc pour essayer de traquer les arythmies atriales. Donc, le critère primaire, c'est les récidives. J'ai noté là quelques éléments des prises de notes rapides, puisque ça a été présenté il y a 2 heures. 62 ans d'âge moyen, la plupart c'est des hommes. La fibrose, alors vous avez à peu près la moitié, ils avaient une fibrose de moins de 20% et l'autre moitié avait une fibrose de plus de 20%. Premier élément, l'intention de traiter, le critère primaire, l'étude est malheureusement négative. Alors, je ne sais pas si on va dire malheureusement ou heureusement. Le côté, si on veut faire ça, on dit
Finalement, le fait que ça soit négatif, on va encore rester à l'isolation des veines pulmonaires, ce qui a l'avantage d'être relativement simple. Mais on va voir que ce n'est pas inintéressant les résultats qu'ils ont montrés. C'est-à-dire là, en intention de traiter, c'est négatif. Mais ils ont montré un certain nombre de résultats qui vont donner quelques pistes. Premier élément, ils ont montré, désolé, c'est quelques prises de notes là également, ils ont montré que chez les patients qui ont une fibrose peu importante, c'est-à-dire à moins de 20%, le fait d'isoler la fibrose, c'était associé à un bénéfice. C'est bien sûr une analyse par protocole, c'est-à-dire ce n'est pas d'intention de traiter, et uniquement dans le sous-groupe des patients qui ont une fibrose à moins de 20%. Et tous les patients qui avaient une fibrose à plus de 20%, la différence n'était pas significative. Deuxièmement, attention, ils notaient plus de complications dans le groupe ablation guidée. Alors, on n'a pas tous les détails sur les durées de procédure, etc. On va imaginer que faire plus que les veines, ça prend plus de temps, on s'expose à plus de complications. Donc attention, le fait de faire plus, c'est associé à plus de risques. Mais ça va nous donner des pistes de réflexion, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on va encore rester aux veines pulmonaires, mais ça fait réfléchir un peu. Et sur la gauche, vous voyez, chez les patients qui ont une fibrose à moins de 20%, le fait de finalement chaque 1% d'effet d'isolation de la fibrose était associé à 16% de réduction des récidives d'arythmie atriale. Donc, c'est quand même intéressant de se dire finalement, peut-être dans la sous-population des patients qui ont une FA peu évoluée, de cibler la fibrose pour être utile. Dès que c'est à plus de 20%, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet, le hasard ratio est non significatif. Là aussi, le deuxième élément assez intéressant, c'est comme ils ont refait leur IRM à 3 mois, ils voient l'effet, est-ce que finalement le fait d'avoir isolé la fibrose se maintient sur le temps. Et bien, vous voyez que lorsque vous avez une fibrose peu importante, le fait que vous cibliez la fibrose, ça se maintient à 3 mois, une bonne formation de lésion, alors que finalement, lorsque vous avez une fibrose à plus de 20%, vous isolez, vous brûlez plus, mais vous ne retrouvez pas d'effet significatif. Vous voyez, le nuage de point, il est complètement écarté. Et donc l'idée, ce serait que le message, c'est en intention de traiter, l'ablation guidée par la fibrose ne fait pas mieux que l'isolation conventionnelle des veines pulmonaires sur récurrence de FA, c'est des FA persistantes, que ça augmente les événements adverses. Donc attention, plus vous faites, plus vous allez augmenter vos complications. Qu'il y a quand même une piste de réflexion chez les patients qui ont une fibrose moins importante. Et puis, dès que la fibrose est à plus de 20%, il n'a pas été retrouvé de bénéfice. Alors, la deuxième étude que je vais partager avec vous, alors ça est super intéressante. Alors, ce n'est pas la première fois qu'elle est présentée. Ils avaient présenté déjà une première partie, et là, c'est la deuxième partie. Elle est publiée en même temps dans l'European Heart Journal. APAF-CRT, alors c'est quoi le principe? C'est des patients qui ont une FA permanente, donc au moins 6 mois, et on a décidé de les laisser en FA. Il n'y avait que 10% des patients qui avaient déjà eu des échecs d'ablation de FA, qui avaient des QRS-1 et qui avaient eu au moins une hospitalisation dans l'année pour de l'insuffisance cardiaque. Je peux vous dire déjà les caractéristiques de la population. C'était des patients au moins de 70 ans en moyenne, qui avaient une fraction d'éjection moyenne à 41%, et leur fréquence cardiaque moyenne, c'était environ 100 par minute en FA. Vous voyez, c'est quand même des patients en FA et qui sont en FA finalement pas contrôlés, et chez qui finalement, on va les randomiser. Un groupe, on va leur faire l'ablation du nœud auriculo-ventriculaire, et on met un pacemaker biventriculaire, donc resynchronisation puis ablation du nœud. L'autre groupe, on essaie de les contrôler par le traitement pharmacologique. Alors, pour l'histoire, en 2018, c'était prévu, ils ont commencé à inclure en 2014. Il y avait une première phase de morbidité, c'est-à-dire que le critère primaire, c'était hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et le groupe ablation plus resynchro avait fait mieux que le traitement antiarythmique. Et c'était prévu de poursuivre les inclusions pour évaluer un critère dur qui est la mortalité totale, ce qui présente ici et qui est publié dans l'European Heart Journal en même temps. Donc, 133 patients, ce n'est pas une énorme étude, 73 ans d'âge moyenne, et l'étude a été interrompue précocement pour un bénéfice après 29 mois de suivi. Vous voyez, ça fait
Dans le groupe ablation, il y avait 63 patients. Ils pouvaient avoir un DAI ou pas s'il y avait indication. Dans le groupe Dorax, il y avait 70 patients qui pouvaient aussi avoir un DAI si besoin, mais ils n'avaient pas ni l'ablation du nœud ni la resynchronisation. Ils essayaient d'optimiser leur fréquence cardiaque lorsqu'ils les revoyaient un mois. Dans le groupe ablation, vous voyez, ils avaient en moyenne, ils les réglaient à 70 par minute au niveau du pacemaker, entre 70 et 75. Et dans le groupe médicaments, c'est un peu plus variable, entre 65 et 90, et la moyenne était à 82%. Et la différence sur la mortalité totale est significative. Avec le taux de mortalité dans le groupe ablation nœud et CRT, c'est 11%. Et dans le groupe contrôle, c'est 29%. Et cette différence est significative. Vous avez là la courbe de Kaplan-Meier. C'est intéressant en termes rien que de réduction du risque absolu. C'est moins 27%, ce qui veut dire qu'il faudrait implanter un peu moins de 4 patients pour éviter un décès sur un suivi de 4 ans. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il y avait eu alors, plusieurs hypothèses. Il y a bien sûr l'hypothèse de la régularité de la fréquence cardiaque. On sait que l'irrégularité favorise les dégradations de fraction d'éjection. Il y a l'hypothèse, bien sûr, du ralentissement. Et il y a l'hypothèse de la resynchronisation. Il y avait eu également des études antérieures sur l'ablation, mais sans la resynchronisation, qui avaient quand même un certain effet. On peut se poser aussi la question aujourd'hui dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer demain avec la stimulation ICL? La question avait été posée par Christophe Leclerc sur la session dans la discussion en disant est-ce que vous allez faire une étude avec la stimulation ICL dans l'avenir? Ce sera intéressant. Deuxièmement, alors la fraction d'éjection moyenne, je vous ai dit, c'est 41%. Il n'y a pas d'impact que la fraction d'éjection soit à moins 35 à plus de 35. On ne sait pas trop combien de patients qui avaient une fraction d'éjection normale. Mais voilà, vous voyez, l'amplitude du bénéfice était la même, que la fraction d'éjection était à moins 35 ou à plus de 35. Donc, c'est vrai, Grégoire, en gros, maintenant, c'est le patient cardiaque qui est en FA. Soit on va l'ablater de la FA parce qu'on dit qu'on a des bénéfices et c'est une indication de classe 1 dans les recommandations sur la FA, de l'ablater de la FA. Soit on décide de juste contrôler la fréquence. Et maintenant, on a une étude qui montre un bénéfice de l'ablater du nœud et de lui mettre une resynchronisation. Et c'est des patients qui avaient des QRS fins. Alors voilà, c'est des patients qui n'étaient pas lents, ils étaient relativement rapides. Moi, j'ai dit 40% de fraction d'éjection. Mais vous voyez que leur conclusion, c'est sur la dernière ligne, que cette étude vient renforcer cette indication comme un traitement de première intention en cas de FA permanente, de QRS fin, avec une hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque dans l'année. Donc, c'est vrai qu'en rythmologie, au niveau des devices aussi, il y a pas mal de choses et beaucoup de choses aussi à venir, des recommandations de main, etc. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. Ce qu'on disait en préambule, c'est que la rythmologie a vraiment énormément bougé. Il y a 20 ans, on était avec la cordarone et les antiarythmiques autres. Maintenant, ce que je comprends, c'est FA persistante et FA paroxystique, c'est l'ablation. FA permanente dans l'insuffisance cardiaque, et ben, ça va être maintenant ablation du nœud, resynchro ou au moins stimulation pour des FE même préservés. Donc, c'est très impressionnant. On a dépassé un peu notre temps imparti, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer cette très belle session. Merci à vous deux. Pour votre éclairage. N'oubliez pas que ça continue demain et après-demain, même heure, 20 heures, avec là aussi pas mal d'études passionnantes qui seront présentées demain par Dr Hakim et Dr Tayeb. On restera sur la coronaropathie et la rythmologie. Voilà, je vous remercie tous, passez une bonne soirée et puis à demain donc. Bonne soirée à vous, merci.